Nous, Canadiens, et quand je dis nous, je sais que je parle, et j'englobe beaucoup de gens ici, parce que beaucoup de gens ici sont citoyens canadiens à part entière. Et donc, nous, Canadiens, nous qui sommes soit Canadiens d'origine congolaise, soit Congolais au Canada, plusieurs statuts ici, mais nous, parce que nous sommes bien tous solidaires, d'une certaine justice sociale, j'en suis convaincu. Nous, au Canada, nous trouvons, de par notre présence, de par notre activité, de par notre épargne, à être actionnaires de ces sociétés minières. Parce que ce sont les fonds de retraite, ce sont les compagnies d'assurance, ce sont les banques, ce sont toutes ces institutions avec lesquelles nous sommes en lien tous les jours, auxquelles nous confions notre épargne, qui prennent cet argent et qui le placent à la bourse à Toronto dans des sociétés minières pour financer des activités qui ont lieu là-bas sur un mode tout à fait dommageable pour les populations, destructeur, pour dire le moins. Et donc, très souvent, on est comme Congolaise, comme Congolais, ou comme Canadiennes et Canadiens d'origine congolaise, dans une situation paradoxale, parce qu'on est accueilli par le pays qui est à l'origine des maux qui nous ont amenés à quitter notre terre de naissance. Nous disons « Merci, Canada, de m'accueillir, moi, réfugié, parce que je fuis des maux que tu as provoqués. » Et le paradoxe est de cette nature-là. Et c'est en cela que le Canada est un pays particulier, parce que c'est une législation de complaisance dans le domaine minier qui permet aux sociétés minières de faire quoi qu'elles souhaitent à l'étranger, corrompre, polluer, pratiquer la contrebande, financer des seigneurs de guerre, financer des dictateurs, fournir des mercenaires à des clans violents, de façon à sécuriser les territoires, indépendamment de ce qui relève de la vie des communautés, de la culture des communautés, de l'organisation historique en vue, enfin, d'institutions qui auraient une dimension démocratique. Tout en étant par ailleurs plus ou moins encore une terre d'accueil, plus ou moins encore un régime de droit pour ses citoyens qui s'y trouvent. Bon, une législation de complaisance, c'est ça aussi. C'est pas seulement la Suisse, c'est pas seulement la Barbade, c'est pas seulement les îles Marshall, ce sont des pays comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, Singapour, qui ont en plus d'un régime de droit fonctionnel, un petit versant offshore, un petit versant paradisiaque, un petit versant complaisant, qui concerne un secteur d'activité particulier et qui permet aux acteurs dans ce secteur particulier-là de mener des opérations en toute quiétude en ce qui concerne le droit. C'est comme si le droit disparaissait. Alors, les législations de complaisance, pour reprendre les choses dans un spectre plus large, ce sont des pays qui permettent à des acteurs puissants, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit de paradis fiscaux, de contrôler le fisc, lorsqu'il s'agit de paradis réglementaires, comme le Canada, dans le domaine minier, comme les îles turques et caïques dans le domaine de l'assurance, comme l'Irlande dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, comme Sainte-Lucie en ce qui concerne la formation médicale, comme les îles Marshall en ce qui concerne l'exploitation pétrolière sur des plateformes, comme le Libéria en ce qui concerne le transport maritime, comme la Chine, l'Inde, le Bangladesh, la Jamaïque en ce qui concerne le travail. Ce sont des pays qui, en gros, disent aux détenteurs de fortune du monde, disent aux grandes entreprises du monde, chez vous, vous avez des contraintes parce que vous êtes dans des états de droit, venez chez nous, ce qui est interdit chez vous va devenir légal chez nous. Mais c'est un venez chez nous factice. C'est un venez chez nous qui concerne strictement des jeux d'écriture. Ça peut être très factice en certaines circonstances. Et je m'explique. Société minière au Canada qui exploite une mine d'or au Mali, ou une mine de cuivre dans le Katanga, ou un filon d'or au Pérou, ou en Roumanie,
ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée peut très bien avoir 2-3 employés à Toronto. Avoir l'essentiel de sa main-d'œuvre dans les différents sites où elle agit, avoir une filiale en Suisse en ce qui concerne la fiscalité, une filiale à l'île de Man en ce qui concerne tout le service commercial, avoir une filiale. Mais essentiellement, on ne sait pas nécessairement où sont les actionnaires, où sont les bénéficiaires. Dans les paradis fiscaux, dans les législations de complaisance, très souvent, il n'y a pas d'activité substantielle. On fait simplement, par ordinateur, enregistrer une société pour faire en sorte que les opérations qu'on lui confie, qu'on lui fait faire, échappent aux droits en vigueur chez nous. Les exemples les plus simples, souvent, sont tirés de la fiscalité, et je vais donc donner un exemple dans ce sens-là. Lorsque le Panama, on a parlé beaucoup du Panama ces jours-ci, les Panama Papers, bon. Lorsque le Panama vote une loi ou une réglementation qui dit on peut créer au Panama des sociétés internationales, c'est leur titre. On peut créer des sociétés internationales, c'est une entité qu'on peut créer avec un capital, des opérations. Et ces sociétés internationales-là ne seront pas imposées. Hein, il n'y aura pas d'impôt à payer, là, quel que soit le bénéfice, à la condition que ces sociétés n'aient aucune activité au Panama, chez nous. On va faire la même chose aux îles Vierges britanniques. Aux îles Vierges britanniques, on peut créer une société internationale qu'on va qualifier d'une certaine façon. On va avoir un nom particulier, on peut créer une société internationale qui ne paiera pas d'impôts, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses actionnaires, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses opérations, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses clients, qui pourra faire tout ce qu'elle veut dans le plus grand des secrets, tant qu'elle n'est pas active chez nous aux îles Vierges britanniques. On va faire la même chose aux Bermudes, on va faire la même chose au Belize, on va faire la même chose sur les Caïques, on va faire la même chose au Luxembourg, en Suisse, à Singapour, aux îles Seychelles, ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces législations-là sont en train de voter des lois qui ne concernent plus leur territoire, mais qui concernent tous les territoires du monde, sauf le leur. C'est une forme subtile d'ingérence politique. C'est comme si le Québec disait, désormais, toute société qui n'est pas active au Québec peut enregistrer ses capitaux ici et on ne les imposera pas. Mais c'est comme si d'un coup le Québec légiférait sur les autres pays du monde, sauf le sien. Et on ne comprend pas pourquoi les États font pas, en quelque sorte, une lutte au moins diplomatique. Moi, je reste pacifiste, je ne veux pas qu'on barbade le Panama, c'est pas la question. Mais au moins une lutte diplomatique contre ces pays-là, en disant, on reconnaît votre souveraineté, votez toutes les lois que vous voulez sur votre territoire, on ne va pas s'ingérer, mais ne votez pas des lois qui ne vous concernent pas, mais qui ne concernent que tous les autres pays du monde, sauf le vôtre. Ça n'a pas de sens de concevoir la loi sur ce mode-là. Vous savez, venez placer de l'argent chez nous, autant que vous y faites rien chez nous et qui vous permettent de transférer, de fuir vos obligations ailleurs. Parce que qu'est-ce qui arrive ailleurs? C'est que vous avez au Canada, que ce soit, disons par exemple ici, une société qui va voir un cabinet d'avocats à Montréal par rapport à ses activités qui sont à Montréal, par rapport à ses actifs qui sont à Montréal, les acteurs sont à Montréal, les clients sont à Montréal, le réseau commercial est à Montréal, mais qui va dire à son avocat ou son juriste d'entreprise ou son fiscaliste, permets-moi de mettre dans une sorte de bulle de verre des actifs, des capitaux, des titres de propriété, et on va dire que ce qu'il y a dans cette bulle de verre-là relève du droit du Panama, ou des Bermudes, ou du Luxembourg. Et quand le gouvernement va vouloir savoir ce que je fais et ce que j'ai, je vais dire, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, parce que tout mon argent est dans cette bulle de verre-là, et ce qu'il y a dans cette bulle de verre-là relève du droit des Bermudes. Au fond, cet argent-là, ces actifs-là sont nulle part. Où ils sont où ils peuvent être dans des chambres de compensation, dans des banques, dans des coffres-forts, peu importe. En droit, on va faire comme si c'était aux Bermudes, alors que c'est nulle part. C'est une façon de soustraire, à cause aux États de droit, la capacité qu'ils auraient, sinon, de faire valoir le droit équitablement pour tous. Et aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que un milliardaire, un multimillionnaire, une grande entreprise multinationale, qu'elle soit au Congo-Kinshasa, qu'elle soit aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en France ou ailleurs, elle arrive toujours à contourner la loi. Où qu'elle soit. Parce qu'elle arrive à soustraire aux institutions judiciaires, aux institutions de l'État, aux institutions de l'autorité publique où elle se trouve, toutes les données, tous les actifs qui pourraient être sujets à contrôle.
Et c'est ça le problème des législations de complaisance.